BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM Business. C'est l'heure de votre rendez-vous Hebdocom, l'émission pour décrypter les écrans pubs, les affiches, les contenus des marques sur les réseaux sociaux et bien évidemment les stratégies de communication qui se cachent derrière. Aujourd'hui, nous vous proposons un peu de lecture, mais avec un livre particulier puisque c'est un dictionnaire. Le Dico de la com vient de sortir aux éditions Studirama. Son auteur, c'est Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Il est notre invité ce week-end. L'article 7 du projet de loi climat fait des remous. Il concerne l'encadrement des écrans publicitaires dans les vitrines des magasins. Pour notre éditorialiste Frédéric Simotel, c'est l'innovation qui est bridée. Ce sera le thème de son édito. Fini les compétitions pour des appels d'offres non rémunérés pour Black Lemon. L'agence ne travaillera plus gratuitement. Elle vient de l'annoncer. Sa directrice générale Marine Lefort nous expliquera sa décision. Bruno Morera, directeur de création indépendant, sera également à ses côtés pour notre Zoom du jour. Voilà le programme. Bienvenue dans Hebdocom. BFM Business, Hebdocom, les news. Des news où l'on va parler de poules, de castors, de Versailles. Ils ont une sélection très riche ce week-end. Bonjour Frédéric Roy. Bonjour Marie. Le rédacteur en chef de CB News est à mes côtés et Julien Rizzo de la rédaction de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Julien, on commence avec votre coup de cœur de la semaine, c'est Greenwiz. Le site de vente en ligne de produits bio se moque de ceux qui parlent beaucoup mais qui derrière en fait ne font pas grand-chose en ce qui concerne la consommation responsable. Oui, je suis sûr que vous connaissez un donneur de leçons qui vous dit ce qu'il faut faire pour l'environnement sans que lui-même le fasse réellement. Eh bien, ce sont ces personnes que caricature ce film imaginé par l'agence Rosa Parks. Le spot nous plonge en forêt et met en scène des animaux sauvages. Un homme joué par le comédien et humoriste engagé Nicolas Mérieux les observe et critique chacune de leurs actions. La buse! Ça va, ça te dérange pas trop, on vole à droite à gauche? Et toi, l'empreinte carbone, on y pense? Franchement, t'abuses! Est-ce que t'es une buse? Oh là là. Eh, s'il vous plaît! Oui, je vois qu'on se fait plaisir. On vous a jamais appris à prendre des douches plutôt que des bains, non? Ah oui, donc carrément, on se bouche les oreilles! Moi, j'ai apprécié la blague de la buse qui abuse. Une façon de traiter avec dérision le sujet de l'éco-responsabilité. Vous savez, c'est cette démarche qui consiste à intégrer les enjeux du développement durable dans ses actions du quotidien, mais surtout de permettre à Greenwiz de dire que la meilleure chose à faire pour devenir éco-responsable, c'est de faire ses achats sur son site. Une publicité qui nous fait prendre un grand bol d'air. On continue avec la nouvelle publicité du Bon Coin qui, pour ses 15 ans d'existence, a fait appel à une personnalité de renom, Julien. Oui, dans le spot du site de vente entre particuliers, on trouve 3 publicitaires qui présentent leur idée à une invitée de marque, Catherine Deneuve. Ils tentent de la convaincre pour participer à la nouvelle campagne du Bon Coin, sauf que l'actrice n'est pas réellement emballée par leur concept et dévoile alors sa passion pour le moins original. On peut partir sur complètement autre chose, parce qu'on trouve tout sur le Bon Coin. Oui. Oui, on peut trouver un appartement. Un job. Des lieux de vacances. Oui, des poules. Mais des poules? Des poules en céramique, des poules en porcelaine, en bois, en faïence. Wow. Je les collectionne. C'est un animal étonnant, vous savez. En effet, étonnant. Étonnant, surtout qu'il s'agit de la vraie collection de Catherine Deneuve. La campagne signée par l'agence DDB rappelle ainsi qu'on trouve tout son bonheur sur le Bon Coin, comme l'actrice qui a trouvé sa collection de poules. Et on termine avec Canal+, qui a une pensée pour les jeunes dans le contexte actuel. Entre le confinement, les cours à distance, les bars, les restaurants fermés, c'est vraiment pas le moment d'être étudiant en ce moment. Une situation compliquée qu'ironise Canal+, dans 13 vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Dans ces spots, 2 humoristes de cette génération, Paul Mirabel et Az, pour ceux qui connaissent, s'interrogent sur cette jeunesse en manque de divertissement. En vrai, le seul moyen pour un étudiant aujourd'hui de croiser un autre étudiant, c'est de se faire livrer à manger. Tu sais que parfois, je suis nostalgique de ouf. Je repense à l'époque où on se demandait comment on allait faire pour tenir 2 semaines le confinement. Et ça me manque tellement les restaurants. Cette nuit-là, j'ai rêvé que je commandais un café à 9 €. 9 €, un rêve qui risque un jour de devenir une vraie réalité. À la fac, au cinéma ou encore dans un stade, on peut suivre les interrogations de ces 2 humoristes dans les films imaginés par BETC. L'occasion pour Canal+ d'offrir un mois d'abonnement gratuit aux moins de 26 ans, histoire d'égayer un peu plus la vie de ces étudiants. Merci Julien. BFM Business, Hebdocom, l'invité.
pourriel, insight, contrepoisson, resizer, tweetos, bouillon, des mots utilisés dans le milieu de la com que vous avez peut-être déjà entendus sans jamais réellement connaître leur définition. Notre invité aujourd'hui, c'est l'auteur de l'ouvrage Le Dico de la com aux éditions Studirama. Bonjour Frédéric Fougera. Bonjour Marie. Vous êtes directeur de la communication du groupe Foncia, un DIRCOM influent dans le métier. Vous n'en êtes pas votre premier coup d'essai d'ailleurs, puisque vous avez déjà publié Le Goût des autres. Un DIRCOM n'est pas un démocrate, c'est pas votre premier livre aujourd'hui. Cette fois-ci, vous avez écrit un livre un peu particulier, donc un dictionnaire. Il y avait besoin d'un dictionnaire pour vous, pour comprendre les mots de la com? Peut-être y avait-il besoin d'un dictionnaire, tant pour moi que pour les autres d'ailleurs, parce que j'ai toujours regretté de ne pas avoir un document qui fasse référence pour retrouver certains mots anciens, mais aussi des mots que je ne connais pas bien ou qu'on utilise sans forcément toujours bien les comprendre. Du coup, ça me manquait pour moi. Je me suis dit que ça pouvait manquer pour les autres. Je me suis lancé. Ça a été une aventure un peu longue. Un projet de 3 ans, c'est ça? Voilà. Vous avez eu l'idée il y a 3 ans, c'est ça? Voilà, il y a environ 3 ans. Il y a eu quand même le début de la crise du corona m'a vraiment fait ralentir parce que le boulot prédominait. Il y avait vraiment besoin de s'investir vraiment à 600% dans le boulot. Donc même la nuit ou le week-end, il n'était pas question de faire des définitions. Mais voilà, c'est à peu près 3 ans de travail. Ouais, mais justement, pendant 3 ans, les mots, il y a eu des nouveaux mots, ça a changé, donc c'est une histoire sans fin. Alors d'abord, on est dans un métier, dans une matière vivante. On a un métier qui évolue à toute vitesse. Qui invente des mots tout le temps. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Les mots d'il y a 30 ans sont certainement pas les mots d'aujourd'hui. Puis quand parfois j'utilise de vieux mots, je passe pour un vieux con. Il faut le dire. Mais effectivement, il y a plein de mots tous les jours qui arrivaient. Donc je suis toujours sur mon téléphone à écrire des nouveaux mots. Et puis quand vous avez un nouveau mot qui arrive, ou même pas forcément un nouveau mot, mais un qui n'est pas encore dans votre dico, dont vous faites la définition, et en la rédigeant, il y a 2 mots qui eux-mêmes ne sont pas dans votre dictionnaire, et vous faites la définition, et c'est effectivement sans fin. Donc il y a un moment, c'est l'éditeur qui dit, votre éditeur faut me livrer à telle date, et maintenant stop. Voilà. Et dès le jour de la livraison du manuscrit, on travaille sur la 2e édition pour enrichir des définitions qui sont pas toujours parfaites, et puis pour encore des nouveaux mots qui étaient déjà là hier ou qui sont arrivés depuis. Oui, il y a beaucoup d'anglicismes. Est-ce que les mots français sont un peu en voie de disparition dans le métier? Parce qu'on parle souvent, nous, dans cette émission, justement d'insight, par exemple. De le dire en français, ça rend pas pareil. Alors, ça rend pas pareil. En fait, il y a 2 choses. Je pense pas que le français disparaisse, et je pense aussi que c'est notre responsabilité de communicants de respecter la langue dans laquelle on travaille. Donc, quand on travaille en français, on doit être très vigilant de respecter la langue française. Beaucoup d'entre nous travaillent en anglais ou dans d'autres langues. On doit respecter à ce moment-là l'anglais ou les autres langues dans lesquelles on travaille. Après, j'ai pas fait de mesure, mais il est vrai que tous les mots anciens n'ont pas leur équivalent en français. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mots qui parfois n'ont pas d'équivalent en français. Par exemple, le netlinking, c'est difficile de remplacer ce mot-là. Enfin, on ne peut le remplacer que par une phrase, des liens de contenu sur Internet. Donc voilà, on ne va pas lutter contre ça. Après, peut-être que c'est aussi parfois le milieu de l'agence qui a une tendance à utiliser beaucoup de mots anglais. Resizer, on pourrait dire couper. Voilà, resizer, on peut dire redimensionner ou cutter. Voilà, dans les agences, on cut beaucoup. Il y a le verbe couper qui est assez facile à utiliser. Donc voilà, moi je mène aucun combat, mais je me dis que parfois on sombre un peu dans le ridicule, et puis parfois il y a des mots. Quand on ne sait pas, on regarde le dictionnaire. Et quand on ne sait pas, on regarde le dictionnaire, y compris pour certains mots français. J'en ai découvert et appris de nombreux. Il y en a des jolis en tout cas. Il y en a des magnifiques. Oui, il y en a des très beaux. Surtout dans la typographie, autour de la typographie évidemment, où c'est encore assez poétique, et là pour le coup très français. Alors j'ai remarqué quand même qu'il y a l'entrée qui est probablement la plus longue, c'est DIRCOM. Il y a pas totalement hasard. C'est complètement par hasard. Il y a une grande définition. Les autres sont assez courtes. Elle est très très grande. Voilà. Elle est très très grande. Ça veut dire que le DIRCOM, au-delà de votre fonction bien sûr, a un rôle quand même très particulier dans cet univers des mots et de la communication. Il a un rôle un petit peu particulier parce que évidemment c'est un DIRCOM qui s'exprime. Mais vous avez raison. La définition de DIRCOM, elle est très longue, mais c'est pas la seule. Et parfois, je suis un petit peu sorti de la simple définition du dictionnaire pour donner un peu plus de contenu et de matière sur notamment certaines fonctions ou certaines explications, certains mots qui avaient besoin d'un peu plus d'explications qu'une définition un peu basique. Mais effectivement, DIRCOM, c'est 30 ans de ma vie, donc je partage une partie de la culture com, mais aussi une partie de ma vie dans ce dictionnaire. Et d'ailleurs, DIRCOM, donc depuis 30 ans, vous le dites, un de vos chevals de bataille, c'est de dire que la communication, c'est un métier. Est-ce que de faire ce livre, c'était un peu pour crédibiliser votre propos aussi ?
En tout cas, ça participe à montrer qu'effectivement, la communication, c'est un métier. Il y a peu de gens qui en doutent, mais il y a encore des gens pour qui c'est une surprise. Et une activité, d'ailleurs, les métiers de la communication, parce que la communication, ça se résume pas à un seul métier, c'est un vocabulaire, c'est un langage, ce sont des acronymes, ce sont des mots-valises, c'est un jargon, et tout ça participe bien à montrer que c'est bien un métier, que c'est une communauté qui se comprend, qui se connaît, et qui n'est pas forcément comprise ou connue de tout le monde. Ça participe à montrer que c'est un métier et du coup, ça crédibilise ce militantisme. Ce dictionnaire, c'est aussi un acte militant pour dire que la com est un métier. Une dernière question pour terminer, Frédéric Fougera. Foncia doit revenir en publicité à la fin de l'année après 10 ans d'absence. Pourquoi cette absence de communication pendant si longtemps ? Alors vous êtes très bien renseigné, effectivement, Foncia va revenir en publicité cette année. Le pourquoi, c'est d'abord une succession de gouvernances avec des stratégies différentes où la publicité a peut-être été mise de côté. Et puis depuis 3 ans, avec l'arrivée de Philippe Salle, nous faisons partie des personnes qui n'aimons pas les effets d'annonce, mais qui aimons l'annonce des faits. Donc depuis 3 ans, on travaille beaucoup à la transformation de cette entreprise, avec un seul objectif, c'est le client. Donc toute la transformation de l'entreprise est basée autour de la relation avec le client et de la satisfaction du client. Et arrive le moment où on va commencer à pouvoir s'exprimer à nouveau. Puisque vous êtes très bien informé, je peux aussi vous dire que c'est l'agence Jairo qui a été sélectionnée pour nous accompagner. Et donc avec Jairo, nous allons reprendre la parole en public, notamment en télévision cette année. Merci Frédéric Fougera d'être venu sur notre plateau aujourd'hui, directeur de la communication du groupe Foncia et donc auteur du Dico de la com aux éditions Studirama. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Les écrans publicitaires sont dans le viseur. L'Assemblée nationale a adopté les dispositions de la loi climat donnant aux maires un pouvoir de police de la publicité. En clair, ils auront le droit d'autoriser ou non les écrans lumineux dans les vitrines. Un sujet d'inquiétude pour de nombreux commerçants. Bonjour Frédéric Simotel. Bonjour Marie. Bienvenue sur le plateau d'Hebdocom. Vous êtes éditorialiste tech pour BFM Business. Frédéric, pour vous, on brille de l'innovation. Oui, puis vous l'avez rappelé, c'est l'article 7 donc de ce projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat, qui vise à soumettre les publicités digitales installées derrière les vitrines, c'est pas à l'intérieur des magasins, c'est à l'intérieur des magasins mais derrière les vitrines, donc au vu de la population qui passe sur les trottoirs. Et ils estiment que voilà, ça doit être de la même façon qu'on a des panneaux d'affichage, il y a une réglementation autour des panneaux d'affichage dans les rues, et bien il faut la même chose pour les vitrines. Et donc ça râle un peu, parce que déjà les magasins, alors si on revient un peu en arrière, il y a les gilets jaunes qui avaient cassé les vitrines, là il y a la pandémie, on leur demande en plus de se digitaliser, de faire du e-commerce, du drive, du click and collect, tout ce genre de choses, et puis au moment où ils ont un peu d'innovation autour de ces écrans, on leur dit ah non, ça c'est pas le bon moyen. Donc voilà, et ces écrans, vous les voyez tous quand vous circulez dans la rue, c'est dans les pharmacies, souvent on voit ces écrans qui vous donnent la météo, puis ils vont vous dire tiens, si vous avez mal à la gorge, prenez tel type de sucre. On voit ça dans tous les... Même la Poste, la Poste s'y est mise, parce que la Poste, ils ont beaucoup d'affichage papier, parce qu'il y a la banque postale qui veut parler, il y a le courrier qui veut parler, le colis. Et bien aujourd'hui, avec ces écrans, plutôt que faire des affiches papier pour toutes ces entités, c'est un écran qui tourne et qui passe tous ces messages. Et du coup, les commerçants sont vent debout devant ce projet. Oui, alors c'est plusieurs associations, dont la Confédération des commerçants de France, qui représente quand même 450 000 commerces. On a aussi l'Alliance du commerce, et d'ailleurs son président s'est indigné, il dit c'est une atteinte à notre métier et à la liberté de commerce. Donc ils sont entrés en rébellion contre ce projet de loi. En ce moment, donc ils sont en train d'essayer de signer une campagne nationale que l'on a vu. Vous savez, ils se sont inspirés du tableau de Magritte. Là, ceci n'est pas une pie. Voilà, ceci n'est pas un slip. Ceci n'est pas un slip. Voilà, pour montrer que l'utilité quand même de ces panneaux. Et puis sur le terrain juridique, c'est aussi contesté parce qu'ils disent là, on est chez nous. Autant un panneau que l'on colle sur un mur, ça peut être le mur d'une copropriété, de la ville ou de quoi que ce soit. Là, on est dans nos vitrines, on est chez nous. Donc qu'est-ce qu'on vient nous demander à changer nos histoires dans nos vitrines? Alors on sait déjà, il y a quelques petites inquiétudes parce que la ville de Paris est déjà intervenue dans plusieurs cas. Donc on a peur que ça fasse jurisprudence. Et puis la crainte aussi pour ces magasins, c'est que si ça passait, alors encore une fois, c'est le maire, c'est les collectivités locales qui doivent décider, mais il faudrait déclarer à chaque fois, vous imaginez toute la paperasse derrière tout ça. Alors pour vous, Frédéric, c'est non seulement une atteinte à la liberté
liberté de ces commerces, mais plus globalement, c'est une atteinte à l'innovation. Forcément, vous êtes éditorialiste tech, c'est ce que vous allez nous dire. Oui, et moi je dis toujours, le digital, c'est évidemment un axe de développement. On l'a vu pendant le confinement, on a dit à tout le monde, je le disais tout à l'heure, de passer au click and collect, de se mettre sur Internet, d'essayer de trouver les moyens de paiement, enfin tout un tas de choses, de la relation client. Tout ça est en train de se transformer. On a, en plus, en termes de consommation énergétique, ces panneaux, c'est pas forcément plus consommateur que d'imprimer, de faire une vitrine classique, de l'éclairer, ou alors je parlais de la Poste, d'imprimer des pages. Donc on a ça, on a un impact aussi très négatif, selon moi, pour la dynamisation des centres-villes. On sait qu'aujourd'hui, les centres-villes sont en train de mourir. Voilà, on a des centres-villes qui s'exportent à la sortie de la ville. Et donc là, il y a quand même un moyen d'animation. En plus, sur ces messages, on peut passer des messages publicitaires, mais on peut passer des messages, pourquoi pas, dans relation client. Quelqu'un, on sait qu'il habite à côté, bon anniversaire. Enfin, il y a plein de choses à imaginer autour de ces écrans. Donc là, je trouve qu'on bride un peu cette innovation, d'autant que l'on demande à ces commerçants, voilà, imaginez un peu le commerce du futur. Et là, ils trouvent une innovation, pof, on veut la brider. Merci Frédéric Simotel pour cet édito. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Faut-il rémunérer les compétitions d'agences? C'est un sujet qui fait régulièrement polémique. Les agences participent à des appels d'offres. Elles travaillent parfois pendant des semaines dans le but d'être choisies par l'annonceur. Sauf que dans la majeure partie des cas, à la fin de la compétition, seule la gagnante est rémunérée. Une agence a décidé qu'elle ne participerait plus, pas facile à dire, à ce système. C'est l'agence Black Lemon. Sa directrice générale est avec nous. Bonjour Marine Lefort. Bonjour Marie. Bonjour Bruno Morera, à vos côtés. Vous êtes directeur de création indépendant, fondateur de On the Wall. Marine Lefort, pour quelles raisons décidez-vous aujourd'hui de taper du poing sur la table ? Alors, pour quelle raison ? Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on se bat avec nos clients et les services achats pour faire valoir un peu nos droits. C'est vrai que là, on sort d'une année particulière qui a été un gros choc pour nous tous, avec quelque chose d'ultra positif quand même qui est sorti de ça, qui est cette prise de conscience finalement qu'aujourd'hui, on n'est pas assez bienveillant, on ne travaille pas sereinement, et ça manque de respect dans les relations. Et c'est vrai que nous, pendant des années, on a accepté finalement ces principes de pitch qui n'étaient pas rémunérés. Et là, on s'est dit, on ne peut plus faire ça, il faut que le monde change. Et on a tous dit, on en a tous parlé dans tous les secteurs, on veut un monde meilleur. Et clairement, on s'est dit, pour le faire, il faut qu'on soit radical. Parce que c'est un coût pour votre agence, c'est ça en fait. C'est un coût pour notre agence. C'est-à-dire que vous travaillez, vous faites appel à des experts, des freelances, et après, si vous n'êtes pas sélectionné, il y a rien au bout. C'est pour notre pomme. Et puis au-delà même des gens qu'on pourrait aller chercher à l'extérieur, c'est aussi toutes nos équipes qui travaillent. Encore une fois, les compétitions, ça dure super longtemps. Ça va de 3 semaines au départ, on monte à 6 semaines, on peut monter sur plusieurs mois. Avec, on est pitché, on est shortlisté, on retravaille, on défait pour refaire, pour défaire, particulièrement en ce moment où on ne sait pas très bien où on va. Et du coup, on accompagne beaucoup en termes de conseils nos clients. Donc tout ça, c'est génial, c'est hyper excitant et on adore le faire. Sauf que derrière, quand on se retrouve avec pas la couleur d'un euro, c'est un peu compliqué. Et encore une fois, on l'acceptait. Donc il n'y a aucun coup de gueule auprès de personne. On prend nos responsabilités aujourd'hui, on se dit qu'on ne veut plus travailler comme ça et qu'on a besoin de travailler avec des marques qui viennent nous chercher pour nos idées, pour nos compétences, qui croient en nous et qui du coup croient en la valeur de notre travail et donc sont prêts. Et encore une fois, ce n'est pas des sommes astronomiques. Il ne s'agit pas de se faire de l'argent, mais bien de ne plus en perdre. Et derrière ça, d'avoir ces fameux dédommagements sur tout ce temps passé, ces talents en effet qu'on a pu aller chercher en externe pour être encore meilleurs, pour assurer au moins qu'on tienne à peu près la barre. Et encore une fois, principalement, on regarde cette année, on a failli passer à la casserole, il n'y avait personne pour nous aider. Donc aujourd'hui, on y va et on est fiers de porter ce message. Et Bruno, vous êtes indépendant, mais vous avez été dans les plus grandes agences de France. Où j'ai vécu la même chose que Marine, évidemment. Voilà, mais justement, j'ai l'impression, moi qui suis également plus tout à fait tout jeune, ça fait quand même un bout de temps que je suis dans le métier et que j'entends parler de ce sujet. Et globalement, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Il y a quelques agences qui avaient, comme Marine a pris position avec son agence Black Lemon, avait pris position, je crois que c'était notamment Gabriel Gauthier, à une époque, qui a dit stop. Oui, c'est un vieux sujet, mais d'ailleurs c'est un sujet d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est posé. Et je pense que c'est un débat qu'il faut ouvrir en fait. Il n'y a pas de guerre contre l'annonceur quand on dit qu'on doit être rémunéré, c'est juste ce secteur, pour reprendre en fait la métaphore de Black Lemon, c'est effectivement, vous allez dans une boulangerie, vous choisissez 3 croissants, alors c'est pas que vous les choisissez, c'est que vous allez même les manger, et puis finalement vous allez retenir un, mais que vous avez déjà ingéré, en disant celui-là je le paye.
Il y a une forme effectivement non respectueuse finalement du travail et des talents qu'on vient chercher chez nous dans les agences. Et je crois qu'effectivement, il faut se poser la question aujourd'hui. C'est tellement le monde d'hier de ne pas rémunérer les gens qui travaillent. Alors parfois certains annonceurs le font. Alors oui. Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est dit au départ et moi je pense que c'est une motivation supplémentaire pour que les agences en fait se remuent un peu plus en disant c'est super, on a déjà un annonceur qui respecte le travail qui va être produit pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Vous avez des compétitions qui peuvent durer et qui s'étendent sur 4, 5, 6 mois. C'est-à-dire que par exemple, les 2-3 agences qui ont participé, elles, enfin même celles qui ne gagnent pas, seront aussi rémunérées. Exactement. Donc c'est un dédit de départ qui est décidé, qui est annoncé, et après chacun prend ses responsabilités. Soit vous acceptez la rémunération qui est donnée ou pas. Mais déjà le fait qu'un annonceur donne une rémunération, vous vous dites j'ai déjà envie de travailler pour lui. Et vous pensez que ça ne peut pas un peu est-ce que le challenge serait le même si toutes les agences à chaque fois étaient rémunérées? Si l'annonceur disait à chaque fois on vous rémunère tous, est-ce que les agences se battraient autant pour essayer d'obtenir justement ces budgets de la part des marques? Et je crois que ça donne plus de chance en fait. J'ai l'impression qu'on va aller chercher plus de talent, on va un peu plus se bouger en interne en disant au final, même si on perd, on a toujours les boules de perdre évidemment, mais on se dit j'ai pu payer le maquettiste, j'ai pu payer un planeur stratégique extérieur, j'ai pu payer une expertise que je n'ai pas à l'intérieur de l'agence que je suis allé chercher. C'est tout ça et en fait ça fait travailler les talents, la rémunération. Je rajouterais qu'encore une fois, il ne faut pas se tromper. L'appel d'offres, on ne gagne pas d'argent s'il est rémunéré. Ça vient vraiment éponger des frais qu'on aurait pu avoir. Il y a 0 marge faite dessus. C'est pas pour gagner de l'argent. Encore une fois, c'est pour ne pas en perdre. Donc en fait, que les appels d'offres soient rémunérés, c'est une logique, c'est normal. Et autour de nous, et quand on en parle, que ce soit dans nos familles, dans nos amis qui sont pas du tout sur ce secteur-là, vous dites, c'est hallucinant de savoir. Vous espérez que d'autres agences vous suivent? Oui, bien sûr qu'on espère. Après, encore une fois, aujourd'hui, la décision, c'est l'agence Black Lemon, c'est nos responsabilités. Nous, on est dans un microcosme quand même particulier. On travaille dans le secteur du luxe et du lifestyle. On a une vingtaine d'agences un peu concurrentes sur ces métiers-là. Donc, je sais qu'il y a d'autres problématiques pour d'autres plus grosses agences, notamment. Et le risque, c'est peut-être du coup de se fermer des portes aussi, non? On prend des risques, très clairement. On va perdre des plumes, et on l'a dit. Ça a déjà commencé. On a déjà des clients. On a déjà 2 pitchs cette semaine sur lesquels on n'est pas monté parce que ils ne souhaitaient pas rémunérer par un dédit. Encore une fois, un dédit qui était assez limité. Et ce qui est assez intéressant et un peu triste aussi, c'est qu'il n'y a pas de débat. Non, c'est trop cher. Ah non, on ne fait pas comme ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le truc, c'est que ça ne marcherait que si toutes les agences dans un pitch disaient la même chose, qui est compliqué. Oui et non. Je vais vous prendre l'exemple d'Axel Bonichon, le fondateur de l'agence, qui est un fan de voyage. Et c'est exactement comme les compagnies aériennes. Il y en a qui vont choisir Air France. On sait que c'est plus cher parce qu'il y a du service. Il y en a qui vont choisir EasyJet parce que c'est gratos. Ou en tout cas, c'est leur promesse. Il y aura toujours des clients pour EasyJet. Il y aura toujours des clients pour Air France. Donc on est peut-être l'Air France de l'agence événementielle. Je caricature évidemment. Et je dis pas parce que finalement, on arrive tous à bon port. Donc le travail sera tout aussi bon et juste. C'est pas du tout pour dévaloriser ceux qui choisiraient EasyJet. En tout cas, nous, aujourd'hui, on se positionne plutôt sur ce segment-là. Nos talents, on ne travaille pas gratuitement, quoi. Et on a besoin pour nos équipes qui travaillent avec passion, d'arrache-pied. On est dans des métiers pas évidents, mais qu'on adore. On est dans des rushs, on est dans des timings un peu longs. On a besoin d'assurer, en tout cas de sentir qu'on le fait pas pour rien. Mais moi, je comprends complètement le sujet. Le truc, c'est que on a reçu il y a pas si longtemps sur ce plateau des gens des États généraux de la communication, de la ACC. Tout le monde parle de ça. Et j'ai envie de dire, tout le monde parle de ça depuis 20 ans, quoi. Il y avait une charte aussi, la belle compétition, voilà. Oui, c'est ça, il y a eu un livre blanc. C'est pas suffisant, en fait, tout ça? C'est pas respecté, en fait. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Voilà. Donc, pas respecté. Donc, et c'est un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, et moi c'était ça... Il faut que la ACC aille encore plus loin, vous pensez? Faut qu'elle pourrait y aller. Mais aujourd'hui, encore une fois, au-delà de la ACC, si chaque agence prend ses responsabilités, en fait, c'est toujours pareil. Si on ne fait pas changer les choses, elles vont pas changer toutes seules. À partir du moment où vous acceptez ces pitchs non rémunérés et qu'il y a des agences qui y vont, pourquoi nos annonceurs feraient différemment? Après, il y a tout un volet RSE dont on pourra parler un peu après. Mais globalement, c'est pour ça qu'il faut qu'on y aille tous ensemble ou pas, mais en tout cas qu'on soit droit dans nos bottes et assurément, on a envie de travailler pour des gens qui sont bienveillants envers nous et envers notre travail. Mais ça pose aussi un débat sur la valeur travail, en fait. C'est quoi le coût du travail dans les talents d'une agence? À partir du moment où on décide qu'ils soient pas rémunérés pour produire des idées, des concepts, des stratégies qui vont servir une entreprise pendant 2, 3, 4 ans. Donc ça veut dire quoi, en fait?
Pourquoi on paye pas? Pourquoi on n'indique pas quelque part en disant je respecte le temps passé sur notre sujet, sur la problématique que je vous ai délivrée, vous avez une réponse, je ne vais pas la choisir, mais je rémunère à hauteur du travail et de la réflexion que vous nous avez délivré. On est le seul secteur aujourd'hui, je crois, où il n'y a pas de rémunération en compétition. Je crois qu'il y en a d'autres, mais à vérifier. Merci à vous deux d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Marine Lefort, directrice générale de l'agence Black Lemon, et Bruno Morera, directeur de création indépendant et fondateur de On the Wall. Merci à vous deux. Merci Frédéric Roy d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de CB News. Très bon week-end à tous sur BFM Business. À très vite. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.